Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Il y a quelques semaines d'ici, un abonné m'a demandé de faire une FAQ. J'ai donc fait un post dans l'onglet communauté sur ma chaîne où je vous ai demandé de me poser des questions, chose que vous avez fait, donc merci beaucoup et aujourd'hui je vais y répondre. Deux petits disclaimers, j'avais de base dans l'idée de filmer cette vidéo en me maquillant, chose que j'ai essayé de faire, mais j'ai beaucoup de mal à faire deux choses à la fois et je me rendais compte qu'en fait je perdais beaucoup de temps sur une question, ça allait pas assez vite, donc finalement je vais juste répondre à des questions et je me suis maquillée de mon côté. Et deuxième disclaimer, je sais pas si vous entendrez le vent, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Si c'est le cas, je m'en excuse, j'ai pas de micro professionnel, on fait ce qu'on peut, mais je pense pas que ça va trop nous déranger. Donc je vais essayer de faire un petit peu plus résumé que ma première tentative. Ça peut quand même être un petit peu long, donc prenez un café. Moi j'ai un Peppermint Mocha qui m'accompagne et c'est parti. J'ai organisé un petit peu les questions qu'on m'avait posées avec un code couleur pour essayer de suivre une certaine logique. Alors tout d'abord on m'a demandé quel âge j'avais, j'ai 37 ans et demi. On m'a demandé aussi si j'étais célibataire, oui effectivement, et on m'a demandé comment j'appellerais mon enfant si j'en avais un. Et écoutez, c'est facile, je n'en aurai pas, non pas que je puisse pas en avoir, enfin j'en sais rien, mais je n'en veux pas. J'en ai jamais voulu, et vu mon âge et vu le fait que c'est même pas une question biologique, je veux dire j'ai 37 ans, je pense quand même que je sais ce que je veux, je ne changerai pas d'avis, donc je n'aurai pas d'enfant, donc j'aurai pas à lui trouver un nom. Ensuite on m'a demandé mon parcours d'études, mon parcours professionnel, mon parcours pour devenir enseignante et mon parcours de vie, comment je suis passée de prof d'anglais à Sephora à Paris, de nouveau prof d'anglais. Donc je vais faire les choses un petit peu dans l'ordre, répondre à toutes ces questions en suivant la chronologie de ma vie et en essayant de résumer. Donc mes études, premièrement, j'ai fait un bachelier en sciences politiques, j'avais commencé un master en relations internationales, mais je l'ai arrêté en cours de route parce que simplement j'ai changé d'avis, je me suis rendu compte que c'était plus ce que j'avais envie de faire. Mon parcours du coup pour devenir enseignante, je peux pas vraiment répondre à la question. La question m'a été posée par quelqu'un qui réfléchit à cette possibilité pour elle-même et qui me demandait du coup un petit peu comment moi j'avais fait. Et en fait moi ça s'est vraiment passé par hasard. Donc je peux pas vraiment donner de conseils parce que j'ai pas suivi les études pour être prof de langue. J'ai un niveau anglais c'est un plus et le maximum être bilingue c'est C2, donc voilà j'ai un bon niveau d'anglais, mais j'ai pas étudié les langues pour les enseigner. J'ai pas non plus de titre pédagogique. J'ai jamais eu le moindre cours de pédagogie. Donc voilà, moi j'ai mis un pied dedans un petit peu par hasard et par accident. Et puis finalement, ça m'a plu et j'y suis restée. Donc en essayant de faire un gros résumé, en Belgique, depuis plusieurs années maintenant, et je pense que c'est le cas en France aussi, il y a une grosse pénurie de profs de manière générale et surtout de profs de langue et de maths aussi, il me semble. Et donc je me suis un jour présentée dans une école parce que mon neveu en fait est revenu en disant qu'il avait plus, il avait 15-16 ans je pense à l'époque, il avait plus de prof d'anglais, il trouvait pas de remplaçant. Et donc ma mère qui avait été prof toute sa vie, moi à ce moment-là je venais d'arrêter mes études et je savais pas trop quoi faire, elle m'a dit bah vas-y, va enseigner l'anglais, t'es quasiment bilingue, vas-y. Et donc j'ai commencé comme ça, par hasard, le premier jour que j'ai mis les pieds dans une classe, j'avais aucune idée de ce que je faisais. La dernière fois que j'avais été dans une classe, j'étais élève moi-même et j'ai appris sur le tas en fait. Tout simplement, j'ai appris sur le tas, j'ai fait par la suite plusieurs remplacements. Je pense que là j'en suis en tout à une dizaine d'écoles différentes. Donc mon parcours pour devenir enseignante, c'est simplement que j'ai eu la chance d'apprendre l'anglais de par mes études et puis aussi ma vie personnelle et mon propre intérêt pour apprendre l'anglais, et que grâce à ça et grâce à mes premières expériences en tant que prof et grâce à la pénurie de profs de langue, c'est comme ça qu'à chaque fois j'arrive à trouver du travail en tant que prof d'anglais. Ensuite pour la suite de mon parcours pro et mon parcours de vie, donc comment je suis passée d'une chose à l'autre. Donc après avoir arrêté mes études et puis avoir découvert le métier d'enseignant un petit peu par hasard, j'ai eu envie de travailler chez Sephora. Alors c'est là qu'il faut que j'essaie de faire résumer parce qu'en fait dans la vidéo que j'ai essayé de filmer, je suis partie en fait sur toute mon expérience chez Sephora, comment j'ai trouvé du travail, comment j'en suis venue là, comment bref, ça faisait un petit peu long. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment dédiée sur comment et quand j'ai travaillé chez Sephora et ce qui s'est passé, j'en ferai une. Là je vais essayer de faire résumer. Donc en gros, en résumé, en décembre 2019, j'ai pris la décision d'essayer de trouver un travail chez Sephora et de m'installer en région parisienne. J'avais toujours été passionnée de make-up et pour moi Sephora c'était le temple par excellence de la beauté, et donc c'est vraiment le summum pour quelqu'un comme moi qui était fan de maquillage. Et donc j'ai commencé
J'ai décidé d'avoir ça comme nouvel objectif le 8 décembre et le 18 janvier 16 ou 18 janvier, je sais plus, j'ai commencé à travailler dans un Sephora du 16e arrondissement près du Trocadéro qui n'existe plus d'ailleurs maintenant. J'ai trouvé ce travail simplement en cherchant. J'avais parcouru tous les Sephora de Paris et j'ai déposé mes CV et ma détermination simplement a fini par payer. J'ai travaillé là 8 mois. C'était dans cette magnifique année 2020 qui était vraiment très difficile pour tout le monde, hein, mais particulièrement quand on vient de s'installer à 300 km de chez soi et qu'on se retrouve coincé seul entre les quatre murs de son studio en région parisienne, c'était un peu dur au niveau de ma santé mentale. Et donc du coup en septembre 2020 j'ai décidé de venir me réinstaller en Belgique, de revenir chez ma mère parce que c'était plus du tout bon pour moi que je reste en région parisienne, tout simplement. Et j'ai pris le temps de me rétablir, d'aller mieux. Mais c'est vrai que cette idée de Sephora et de Paris, surtout, m'a jamais vraiment quittée. J'avais un goût d'inachevé, de regret. Et je savais que j'avais pris la bonne décision en partant, mais voilà, j'avais ouais, un goût d'inachevé. Et donc j'ai recherché du travail et finalement en janvier 2023, du coup, j'ai recommencé à travailler dans un Sephora, au Sephora des Champs-Élysées. Sauf qu'après un mois de période d'essai, ils ont décidé que tout compte fait, je ne correspondais pas au magasin. Et donc je suis revenue en Belgique, tout simplement. Je suis revenue en Belgique en février, donc ouais, je pense que c'était mi-février, avec du coup plus de travail et l'envie quand même de rester active et de retrouver vite quelque chose parce que c'est une pilule qui est vraiment très difficile à avaler. Et donc tout de suite je me suis dit bon, je vais pas rester là à rien faire et je vais retrouver du taf et je vais retourner dans ce que je faisais avant parce que ça me plaisait, ça m'a toujours plu. Mis à part une autre exception, ça m'avait quand même relativement toujours plu d'être enseignante, d'enseigner l'anglais. Et puis surtout, je savais que j'allais trouver assez facilement et rapidement parce que toujours cette pénurie qui fait que clairement, quand je cherche du travail, en tant que prof d'anglais, je trouve dans les 2 semaines. C'est donc comme ça qu'en mars 2023, j'ai repris, après plus de 3 ans d'arrêt de ce métier d'enseignante, j'ai repris des fonctions en tant que prof d'anglais remplaçante dans une école. Et donc voilà, j'ai fait ça quelques années, quelques mois pendant l'année scolaire 2023. Et puis 2024, de nouveau, j'ai rempilé. Et puis voilà, là je suis dans une école depuis la rentrée. Pour la première fois, j'ai un poste toute l'année, ce qui m'était jamais arrivé. Et voilà du coup mon parcours, comment je suis passée de sciences politiques à master en relations internationales qui tout compte fait a été abandonné, à prof d'anglais, à Sephora, puis à on réessaye Sephora et puis tout compte fait de nouveau à prof d'anglais. Ensuite on m'a posé plusieurs questions forcément sur ce qui m'a poussé à créer ma chaîne YouTube, depuis combien de temps je fais des vidéos et comment je suis venue à en faire, depuis combien de temps je suis passionnée de make-up et de beauté. Alors en fait, quand je suis revenue de Paris la première fois, donc en septembre 2020, j'ai aussi eu un peu ce truc de ok, il faut pas que je reste à rien et il faut que ça ait servi à quelque chose. Moi j'aime bien faire sens des choses qui m'arrivent et des choix que je fais. Et en fait cette idée de faire des vidéos, ça faisait un moment déjà que je l'avais en tête. Je vais essayer de nouveau de faire un petit peu résumé hein, pour pas faire toute la vidéo sur ce thème. Donc déjà on revient à ma passion pour le make-up qui est le déclencheur de tout ça. Je suis passionnée par le make-up depuis que je suis trop jeune que pour mettre du make-up. Je pense que j'avais 11 ans, 10, 11 ans peut-être. J'ai commencé à acheter du maquillage quand j'avais 12 ans, il me semble. Quand j'ai eu, à 12 ans, j'ai eu mon premier compte en banque, un petit compte à vue, sur lequel ma maman et mes grands-parents me versaient mon argent de poche. Et c'est là que j'ai commencé à dépenser mon argent de poche dans du make-up, tout simplement. À l'époque, le seul magasin de make-up que je connaissais et que j'avais de disponible autour de moi, c'était Yves Rocher. Et à l'époque, on passait commande avec les bons de commande, les vieux morceaux de papier comme ça qu'on remplissait. On devait remplir à la main le nom du produit, la référence du produit, la quantité, le prix et tout. Et j'ai commencé comme ça alors que je pouvais pas me maquiller, hein, pas la semaine en tout cas pour aller à l'école. Je pouvais juste me maquiller le week-end quand je restais à la maison et je passais mes week-ends à ça. Et juste j'étalais tout mon make-up sur mon banc, je le regardais, je mettais mes doigts dedans, j'adorais ça. Et je me maquillais, je me démaquillais, je me maquillais, je me démaquillais le week-end. Je sais pas d'où ça me vient, mais c'est là depuis toujours. Je pense que mes tout premiers souvenirs de make-up avant d'en avoir moi-même, c'était quand on avait à l'époque les catalogues Agnès B.
vous vous rappelez de cette marque Agnès B, purée. Et je me rappelle, ils avaient un phare duochrome. À l'époque, je savais pas ce que c'était, mais c'était, maintenant je le sais, c'était un phare duochrome comme ça, il y avait le B gravé à l'intérieur, et je feuilletais ce catalogue Agnès B, et j'avais envie d'avoir tout, quoi. Donc voilà, cette passion pour le make-up, elle est là de base depuis toujours. Elle s'est un petit peu effilochée au fil des années, et c'est vrai que j'avais un petit peu perdu de vue jusqu'en, je dirais, 2016. Ouais, 2016 sans doute, au moment où la beauté a complètement explosé sur YouTube. Et j'ai commencé à regarder des tutos de make-up. Et je me suis rendu compte, en fait, ça va paraître très présomptueux, mais je me suis rendu compte quand je regardais certaines vidéos, je me disais, en fait, je sais ça déjà, je sais, j'avais cette impression, ok, je le sais, mais je sais pas d'où et comment. Je le savais parce que, bah oui, j'avais passé des heures et des heures à me maquiller, donc à expérimenter déjà, mais il y avait plein de petits trucs et astuces qu'on donnait, je suis là, ouais, ça, je sais, en fait, je pourrais moi aussi le faire et donner des conseils et faire une chaîne. À l'époque, et là je pense qu'on est en 2018 plutôt, à cette époque-là, je regarde beaucoup la chaîne de Tati Westbrook, c'est toujours d'ailleurs ma youtubeuse beauté préférée, et c'est vrai que j'envisage à un moment donné la possibilité, sauf que très vite, en fait, l'idée rentre dans ma tête et ressort tout de suite, parce qu'à l'époque, je suis enseignante, et je me vois faire ce métier toute ma vie. Et dans ma tête, ou en tout cas dans un futur assez lointain, et dans ma tête, le fait de donner des cours d'anglais à des ados n'est pas du tout compatible avec le fait d'avoir une chaîne sur YouTube sur le make-up. Et donc du coup, très vite, je me dis... En fait, ouais, j'ai cette idée en tête que je vais pas avoir le droit de faire des vidéos, de parler comme ça en ligne au vu de tous, que ça va forcément rentrer en conflit avec mon métier d'enseignante. Or, voilà, comme je veux rester enseignante, ben forcément, je dois renoncer au fait de faire des vidéos YouTube. Et voilà, le temps passe. Entre-temps, je vous dis, je vais à Paris. Et puis quand j'en reviens, je me dis, bon... Ben maintenant que de toute façon, là tu vas pas retravailler tout de suite, l'enseignement, voilà, tout ce qu'on te fait, ça t'a un petit peu passé, t'es chez toi, t'as rien à faire, t'as accumulé pas mal de make-up ces dernières années, t'as accumulé encore plus de connaissances de par ton travail entre autres, donc ben vas-y, lance ta chaîne. Et donc j'ai acheté une ring light et j'ai commencé comme ça à faire des vidéos YouTube. Ça fait un moment du coup maintenant que ça dure, et au début, bon... J'en ai parlé hein, dans ma vidéo où on fête le fait que j'ai 1000 abonnés. Au début, je me disais ah ben oui, ce serait bien que ça fonctionne et que ça me fasse gagner de l'argent et que ce soit vraiment mon revenu finalement. Et puis aujourd'hui, ben, c'est juste mon hobby et ça me va très bien comme ça. Et maintenant, je suis monétisée, donc oui, je pourrais avoir un petit peu d'argent via YouTube, mais ce sera pas grand chose, et très franchement, même si j'avais rien, voilà, c'est vraiment juste maintenant mon hobby, et j'apprécie surtout de pouvoir partager en fait, partager, d'avoir des gens à qui parler de make-up parce que j'adore ça. Alors ensuite on m'a demandé comment je gérais mes vidéos et le fait que mes collègues élèves puissent les regarder. Alors pour le moment, en tout cas, aucun de mes collègues ni de mes élèves, en tout cas pas que je sache, n'est au courant du fait que je fais des vidéos. Ça me va très bien comme ça. Je préférerais que ça reste comme ça, très franchement, ça m'arrangerait. Non, ça vient à savoir, voilà, on verra à ce moment-là. On me demande aussi comment je me sens dans mon job, et très bien, vraiment très très bien. J'ai toujours aimé être en classe avec mes élèves, mais c'est vrai que quand on est prof remplaçante, on se sent pas forcément toujours... Bon déjà, même si j'aime beaucoup être en classe, je remarque la différence entre être prof remplaçante, débarquer en plein milieu de l'année, et être la prof du cours officiel dès le premier jour de l'année. Il y a vraiment un statut différent par rapport aux élèves qui fait qu'ils testent un petit peu moins de choses. Et puis surtout, je remarque la différence par rapport à moi, comment je me sens dans mon école. Parce que là, pour le coup, c'est mon école. C'est pas une école où je vais aller enseigner pendant peut-être 1 mois ou 2 mois, où les collègues, même s'ils sont toujours très gentils, très accueillants, bah voilà, ils savent que je vais juste passer dans leur vie, dans leur école. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas les mêmes liens qui se font, il n'y a pas de mon côté surtout la même implication dans l'école. Là, c'est mon école. Je suis toujours contente d'y aller, je suis contente quand j'y suis. Non seulement, ben voilà, comme toujours, je me sens à l'aise en classe, je me sens bien avec mes élèves à essayer de leur enseigner l'anglais. D'autant plus le fait de les avoir toute l'année. C'est mon école et c'est mes élèves, quoi. Il y a un vrai sentiment d'appartenance qui fait que c'est d'autant plus plaisant d'aller travailler, et que du coup, ben, je m'y sens vraiment, vraiment, vraiment très bien. Ensuite, on m'a demandé quel est mon rêve le plus fou et mon ambition dans ma vie pro et ma vie perso. Alors, mon rêve le plus fou, bah, je dirais ce serait une liberté totale. La liberté vraiment de faire absolument
ce que je veux, quand je le veux, comme je le veux, dans les limites de la légalité, hein, forcément. Mais ouais, de pouvoir voyager quand je veux, ouais, la liberté, quoi. La liberté la plus totale, c'est ça, je pense, mon rêve le plus fou. En sachant que je suis déjà pas mal libre, hein. Je me rends compte de par mes choix de vie, le fait de pas avoir d'enfant, de pas avoir de loyer ou de prêt à rembourser parce que je vis chez ma mère. Ça m'offre déjà beaucoup de liberté, je m'en rends compte. Mais oui, mon rêve le plus fou, ce serait ouais, une liberté et une jeunesse infinie. Ce serait ça. Et mon ambition dans ma vie pro et ma vie perso... Alors, mon ambition dans ma vie pro, c'est compliqué parce que... j'essaye un petit peu de pas me poser ce genre de questions, je vous avoue, je vis vraiment ma vie au jour le jour, mais pas de façon complètement irrationnelle et déraisonnable, mais juste j'apprécie ce que j'ai sans pour autant penser à tiens, est-ce que je l'aurai encore l'année prochaine, ou vous voyez, là pour le moment... Dans ma vie professionnelle, vraiment pour moi je suis au top parce que je suis dans une école où je me sens bien, j'adore mes élèves, je suis contente d'avoir eu la possibilité d'avoir une année dans la même école et de pouvoir les suivre du début à la fin. C'est quelque chose qui me plaît, je l'ai dit, je m'y sens très bien. Et donc ouais, potentiellement si je pouvais aussi l'année prochaine et les années suivantes rester dans la même école, pourquoi pas, mais en même temps c'est pas forcément une ambition non plus, dans le sens où si l'année prochaine je travaille pas, l'année prochaine je travaille pas et je trouverai d'autres choses à faire. Donc j'ai pas d'ambition particulière dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle non plus. Si, dans ma vie personnelle, mon ambition en ce moment, c'est quand même d'arriver à me détacher de certaines personnes pour pouvoir me rendre un petit peu plus disponible. Je l'ai dit, je suis célibataire. A priori, ça me va bien comme ça. J'ai pas un besoin d'être en couple avec quelqu'un. Mais je serais pas contre. Je serais pas contre non plus. Et je sais que je me rends pas disponible. Donc ce serait peut-être ça mon ambition. Arriver à fermer certaines pages définitivement pour en écrire d'autres. Ensuite, on me demande si j'envisage de m'installer à Londres ou à New York, comme j'aime beaucoup ces villes, si j'envisage de revivre en France. Et Sandrine me demande quand est-ce que je reviens à Paris pour toujours. Alors déjà, Londres et New York. Londres, c'est pas une ville que j'apprécie particulièrement. Je pense qu'on m'a laissé le commentaire parce que j'ai parlé de Londres où je vais fin décembre passer quelques jours. Mais j'ai été qu'une ou deux fois, je pense. Une fois en voyage scolaire et une fois avec ma nièce quand elle était petite. Et j'ai visité une journée. Donc en fait, je connais pas vraiment la ville de Londres. Je vais vraiment la découvrir ici fin décembre. Peut-être que je vais en tomber amoureuse, hein, mais a priori, c'est pas un endroit où j'ai pensé vivre un jour. New York, oui, j'ai envisagé à un moment donné m'y installer. New York, c'est ma ville, en tout cas pendant très longtemps, c'était ma ville préférée. Et effectivement, c'était mon rêve de vivre à New York. J'ai vécu un mois parce que j'ai fait un stage au siège des Nations Unies, donc à New York, quand j'étais en master de relations internationales. Le problème, c'est que New York, c'est une ville qui coûte très cher et c'est une ville qui est très loin. Est-ce que je l'envisage? C'est pas une chose à laquelle je me ferme totalement. Et ouais, c'est pas impossible qu'un jour ils me prennent une lubie de me dire ok, maintenant je vais aller vivre un an à New York, trouver un travail et vivre un an à New York, tenter l'expérience, ou peut-être y rester 10 ans, j'en sais rien. C'est pas quelque chose que j'envisage aujourd'hui concrètement, mais pourquoi pas, c'est pas impossible qu'un jour ce soit une option dans ma vie. Envisager de revenir en France et donc, comme l'a dit Sandrine, de revenir à Paris pour toujours. Écoutez, je vous cache pas que c'est toujours un petit peu un sujet, pas un sujet tabou, mais un sujet un petit peu sensible pour moi. Je pense pas que je l'envisage. J'envisage ma relation avec Paris un petit peu de la même manière dont j'envisage ma relation avec mon ex, donc cette page donc, que j'arrive toujours pas à tourner. Il y a un peu un mélange entre je ressens une telle connexion, un amour tellement profond pour cette ville et j'ai tellement envie d'y vivre, et en même temps je sais que c'est pas ma place, quoi. J'ai vraiment le sentiment de pas être faite pour ça. C'est vraiment une ville difficile, je trouve, surtout quand on gagne un SMIC. C'est vraiment je crois que c'est pas une vie qui est faite pour moi, tout simplement. Je pense aussi que
vivre loin de chez moi. Sur le long terme, c'est pas, ouais, je pense pas que c'est quelque chose que j'envisage. Alors Paris, vous allez me dire, c'est pas si loin, certes, mais ouais, non, c'est pas... retourner m'installer en France, à Paris, c'est pas quelque chose... Je peux pas dire que je l'ai à 100% rayé de ma tête. Il y a toujours un petit truc là dans le fond qui me chipote, mais c'est pas quelque chose que j'envisage sérieusement non plus pour le moment. Donc désolée Sandrine, mais j'arrive bientôt passer un week-end chez toi. Et justement, on m'a demandé comment j'ai rencontré Sandrine. Et ben, grâce à YouTube. Sandrine s'est abonnée à ma chaîne, elle me laissait des commentaires et on a commencé à suivre sur Instagram et on s'échangeait des messages. Voilà, c'était une relation parasociale, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et puis quand je crois que c'était en octobre-novembre 2022 quand j'ai commencé à parler du fait de me réinstaller en région parisienne, de rechercher du travail. Elle m'avait envoyé un message, elle m'avait dit bah, écoute, si tu dois venir passer un week-end à Paris pour ta recherche de boulot, tu me dis, tu viens dormir chez moi, il n'y a pas de souci, je vais en région parisienne. Et j'ai été, ce qui paraît dingue parce que, bon alors certes on se suivait sur Instagram et elle faisait des stories, je voyais que c'était elle, c'était pas un faux compte ou quoi, mais quand même, je veux dire, elle me connaissait pas, elle m'a invitée chez moi, je la connaissais pas, et j'ai été chez elle et ça s'est fait comme ça et ça s'est fait de la façon la plus naturelle possible. Le premier soir, on a tout de suite je sais pas, ça a tout de suite matché et on a parlé jusque je sais plus quelle heure cette nuit-là et tout de suite c'est devenu une amie, une vraie amie dans le sens où quelqu'un avec qui on se sent nous-mêmes et en confiance et d'une facilité. Les relations humaines sont parfois très compliquées, hein. C'est pas parce que des relations sont compliquées que c'est pas des vraies amitiés ou que c'est pas des personnes qu'on aime, mais ouais, avec elle, ça me paraît simple et facile et agréable et ouais, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés grâce à YouTube et franchement, rien que pour ça, j'ai bien fait de faire une chaîne. Ensuite, on s'écarte un petit peu de mon parcours professionnel, de mon parcours sur YouTube et de mes rêves et mes ambitions. Et on revient à des questions voyage. On me demande mon plus beau voyage et pourquoi, destination future que j'aimerais faire, projet futur de voyage, pays, ville que je rêve de visiter. Mon plus beau voyage, sans aucune hésitation, c'est New York l'année dernière, en décembre 2023. J'avais été passer 3 jours, c'est très rapide, 3 jours à New York juste pour voir les illuminations, les décorations de Noël. C'était mon rêve depuis, je pense que j'avais vu Maman j'ai encore raté l'avion. Je rêvais d'aller voir le sapin au Rockefeller Center, d'aller faire du patin à glace sur Central Park et j'ai fait toutes ces choses-là qui étaient ouais, des idées vraiment ancrées en moi depuis toujours et c'était ouais, mon plus beau voyage au point que franchement cette année, je vous cache pas, je suis un peu triste et nostalgique. J'adore la période de Noël. Et je l'aime tout autant cette année, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc de oh, j'ai l'impression que rien pourra jamais égaler ce voyage que j'ai fait dans la période de Noël, en tout cas en décembre à New York, parce que c'était le truc le plus magique que j'ai vécu et je le referai, c'est sûr je le referai. Ensuite, destination future que j'aimerais faire, projet futur de voyage, pays-ville que je rêve de visiter. Alors, pays-ville que je rêve de visiter, franchement, la liste est infinie. Infini, projet futur de voyage, façon un petit peu plus concrète, ce qui est déjà prévu et presque certains réservés. Je vais à Londres du 20 au 23 décembre, pareil, pour profiter un petit peu des illuminations de Noël, même si je sais déjà que ça ne vaudra pas New York dans mon cœur. Ensuite, un projet futur de voyage, c'est aller à Lisbonne quelques jours. J'ai pas encore réservé, je sais pas encore exactement quand j'irai, mais c'est sur la liste des villes que je voudrais faire là cette année, Lisbonne et Prague, parce que c'est des villes qui sont sur ma liste depuis des années, vraiment des années. Donc Lisbonne et Prague. En juillet, normalement début juillet, j'ai pas encore réservé, j'attends fin décembre quand j'aurai un petit peu plus d'argent. Fin décembre en principe je réserve pour aller début juillet à Vancouver, passer quelques jours. Ensuite en novembre 2025, je vais à New York pour faire le marathon. Pareil, j'ai pas encore réservé parce que les places sont pas encore disponibles. Je pars avec TUI, c'est par eux qu'il faut passer pour pouvoir avoir une place. Et écoutez, c'est tout, mais c'est déjà pas mal, hein. Donc voilà, ce qui est sûr et certain, c'est Londres en décembre 2024, Vancouver en juillet 2025, New York en novembre 2025, et puis entre-temps, si je peux caser Lisbonne et Prague, c'est bon, je suis refaite.
Ensuite, dans une catégorie un petit peu plus divers, on m'a demandé mes séries préférées et celles que je déteste. Alors, série préférée absolument de tous les temps, The Office, c'est ma série, je l'adore, c'est ma série, voilà, ma série préférée, vraiment. Pendant très longtemps, ça a été Friends, et c'est clairement toujours une série absolument culte et iconique, mais The Office a pris sa place. J'ai beaucoup aimé aussi Sex and the City, ça a commencé d'ailleurs mon amour pour New York. J'aime bien regarder Gilmore Girls, mais je peux pas dire que ce soit ma série préférée. Et les séries que je déteste, alors je peux pas dire que je déteste parce que j'ai pas vraiment regardé, mais je sais que c'est une série qui a eu beaucoup de succès et qui a été comparée d'ailleurs à Friends, et moi j'ai regardé 1 ou 2 épisodes et j'ai jamais réussi à accrocher. C'est How I Met Your Mother. J'ai pas vraiment regardé, donc je peux pas dire que je déteste. Mais j'avais regardé 1 ou 2 épisodes pour essayer de me lancer, parce que justement comme c'était comparé à Friends, je me disais ça va être super. J'ai jamais accroché. Ouais, il y a sûrement d'autres séries que j'ai commencé à regarder et ouais, j'ai pas particulièrement kiffé, mais là comme ça il n'y a rien qui me vient en tête à part Emily in Paris. Alors cette série, oh mon dieu. Alors déjà la série est sortie au moment où moi je revenais de Paris la première fois. Alors comment vous dire que j'ai vraiment eu l'impression que l'univers me faisait un gros doigt d'honneur, parce que le fait d'intituler la série Emily in Paris alors que je venais de quitter Paris et pas de gaieté de cœur, c'était franchement dur à avaler. J'avais essayé de regarder la série à l'époque, impossible. Dès que je voyais la Tour Eiffel, je me mettais à chialer. Et puis finalement, je regardais plus tard et j'ai détesté. J'ai détesté. Déjà pour avoir vécu à Paris, c'est pas... N'y allez pas, hein. Si vous regardez cette série, vous vous dites « Ah, ça a l'air sympa de vivre à Paris ». Non, non. Non, non, ce n'est pas du tout réaliste. C'est pas censé l'être, hein. J'entends bien Friends par rapport à l'appartement qu'ils ont à New York, n'est pas réaliste non plus. Mais quand même, Emily in Paris, c'est vraiment pousser le bouchon du cliché du beau Paris, alors que Paris, c'est pas ça. Et que je trouve personnellement que le vrai Paris, un peu plus rugueux, est beaucoup plus beau et plus intéressant. Mais c'est un détail. Et puis en plus de ça, je trouve le personnage principal insupportable. Ah, elle me sort par tous les trous. Donc ça, c'est vraiment une série que j'ai détestée, Emily in Paris. Je me suis forcée à regarder jusqu'au bout, enfin jusqu'au bout de la saison 3, je crois. Je sais que la dernière saison qui est sortie, là, je l'ai pas regardée. Vraiment, je peux plus. Donc ça, c'est vraiment pas une série que j'ai aimée. Ensuite, on me demande une anecdote avec un produit. Là, comme ça, il n'y a vraiment rien qui me vient. Ça fait 2 jours que j'ai écrit la liste des questions là et que j'ai réfléchi, et vraiment, dans mon cerveau, il n'y a rien. Il n'y a rien là comme ça qui me vient. Désolée, voilà, désolée pour la question, je peux pas vraiment y répondre. Par contre, on me demande aussi mon meilleur souvenir d'achat de produits en magasin et pourquoi. Je dirais la collection qu'il y avait en collaboration entre Sananas et Sephora, les pinceaux et la palette. À ce moment-là, je travaillais chez Sephora. Je travaillais donc au Sephora dans le 16e arrondissement. Et quand vous travaillez chez Sephora, vous avez droit à une carte de salarié qui vous donne 30% de réduction. Moi, à ce moment-là, j'étais toujours en période d'essai et mon manager avait pour principe d'attendre que la période d'essai soit terminée pour donner ta carte de salarié, en gros. Et puis, il y avait eu ce lancement et j'avais demandé qu'on me mette de côté, puisque je savais que ça allait être la cohue, j'avais demandé qu'on me mette de côté un kit de pinceau et une palette et que je l'achèterais ce jour-là en allant travailler. Et du coup, mon manager m'avait donné ma carte de salarié à ce moment-là. Il m'avait dit, bon, ben, ok, allez, tu vas quand même pouvoir profiter de tes 30%, je fais une exception et je te la donne avant. Et du coup, ouais, c'est un bon souvenir parce que déjà, j'avais ce sentiment de privilège quand même, un peu de, bah ouais, comme je travaillais chez Sephora, on pouvait me mettre un truc de côté pour que je l'ai en fait. Alors que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pas eu accès parce que le truc, il aurait été sold out un peu rapidement. Et puis en plus de ça, il y avait aussi la joie et la fierté de me dire, bon, s'il me donne la carte de salarié maintenant, c'est quand même qu'il compte me garder. Moi, à ce moment-là, je vous dis, j'étais toujours en période d'essai, donc je savais pas encore si j'y allais rester ou pas. Et donc, c'était un petit peu une confirmation dans ma tête que, ouais, sûrement qu'ils vont me garder. Et donc, je pense que pour ça, ouais, c'est un bon souvenir parce que c'est un achat qui s'est pas limité juste à un achat de produit. Mais derrière, il y avait pas mal de significations en termes de mon parcours professionnel qui
qui s'annonçait positivement, et puis de ce sentiment de privilège d'être un petit peu, d'avoir accès à certaines choses de par mon job chez Sephora. Donc pour ça, je pense que c'est mon meilleur souvenir d'achat en magasin. Et écoutez, c'est tout, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai aussi. Et puis dites-moi si vous voulez du coup que je vous fasse une vidéo un petit peu plus détaillée par rapport à mon expérience chez Sephora, ou par rapport à ma vie à Paris, ou par rapport à mes voyages, ou par rapport à pourquoi je veux pas d'enfants, ou voilà, dites-moi s'il y a un sujet que vous voulez que je creuse. Ici le but c'était surtout de répondre à toutes vos questions, et essayer d'être un petit peu concise. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas, et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.